Dans cette vidéo, nous allons définir l'espace de Schwartz et regarder la transformée de Fourier dans cet espace. Commençons par la définition de l'espace de Schwartz. C'est l'ensemble de toutes les fonctions phi qui sont à la fois C infini dans R, c'est-à-dire indéfiniment dérivables, et à décroissance rapide, c'est-à-dire que ça doit vérifier que chaque fois que je prends P et Q deux entiers, il existe toujours une constante m, telle que pour tous les réels x, 1 plus x carré puissance p fois la dérivée qm de phi en x soit plus petite que m. Alors, comprenez bien ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que si je prends la fonction phi, ou sa dérivée seconde, peu importe à la limite son ordre de dérivation, quel que soit l'ordre de dérivation de phi, que je note avec puissance mais avec des parenthèses, donc c'est la dérivée qm de phi. Donc quand je fais cette dérivée qm, quoi qu'il se passe, quand je la multiplie par 1 plus x carré puissance p, ça doit être borné par m. Donc on a envie de dire que cette fonction phi dérivée qm de phi, elle est majorée par m sur 1 plus x carré puissance p, quel que soit le p. Donc autrement dit, vous voyez, c'est quand même un polynôme qui, donc au dénominateur, donc on va avoir un polynôme 1 plus x carré puissance p, donc comme ça va marcher quel que soit p, on voit bien que ça va vraiment décroître très très fort pour pouvoir être en croissance comparée, être inférieur à tous ces polynômes, enfin 1 sur m c'est sur polynôme. Voilà. Donc c'est ça, cet espace de Schwartz. Donc l'idée c'est donc des fonctions qui vont être donc très régulières, C infini, mais en plus, quand on va vers plus l'infini ou vers moins l'infini, eh bien manifestement, on y va, mais alors vraiment de manière très rapide, d'où le terme de décroissance rapide. Alors, cet espace de Schwartz s'appelle Schwartz parce qu'il a été introduit par Laurent Schwartz, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui a été médaille Fields en 1950 pour ses travaux sur la théorie des distributions. Professeur à l'école polytechnique, qui donc a introduit la théorie de distribution et puis également ces espaces de Schwartz qui, vous allez le voir, sont extrêmement utiles et importants. Alors, on note l'espace de Schwartz S de R, et on va tout de suite remarquer une chose, c'est que la décroissance rapide, on peut la remplacer, enfin une autre expression de la décroissance rapide, c'est de dire que chaque fois que je prends un P dans N, il existe une constante qui ne dépend que de P, ça ne dépend pas du X évidemment, telle que le sup, quel que soit l'entier alpha plus petit que P et l'entier bêta plus petit que P, je multiplie par X puissance alpha et je fais bêta dérivée de phi, et la norme infinie de ça, ce sera plus petit que cette constante Cp. Alors, quand on a remarqué ça, on a immédiatement, en conséquence, une proposition, ça se voit tout de suite, à l'œil nu, pas besoin de faire une démonstration, enfin, je vais décrire sinon, que si je prends une fonction dans l'espace de Schwartz, eh bien, sa dérivée est aussi dans l'espace de Schwartz. Bon. Alors, déjà, il n'y a pas de problème pour la dérivée, puisqu'elle est infinie, mais la dérivée est également dans l'espace de Schwartz, donc c'est stable par dérivation. Et puis, c'est également stable par multiplication par un polynôme. Donc, si je prends une fonction qui est dans l'espace de Schwartz, je peux la multiplier par un polynôme, ça reste dans l'espace de Schwartz. Pourquoi? Vous voyez bien pourquoi, il suffit de regarder par rapport à la remarque qu'on vient de faire. Bon. Autre proposition, si je prends deux fonctions dans l'espace de Schwartz, alors somme est dans l'espace de Schwartz, très simple, la multiplication par un scalaire, alors un réel mais également un complexe, parce qu'on veut pouvoir appliquer ça pour des fonctions à valeur complexe, c'est également des fonctions qui sont dans l'espace de Schwartz. Autrement dit, là, si on vérifie tous les axiomes, on va avoir que l'espace de Schwartz est un espace vectoriel. Bon. Et ça va même être une algèbre sur anneau parce que le produit de deux fonctions de l'espace de Schwartz sera également dans l'espace de Schwartz. Bon. Donc c'est un espace qui est très stable manifestement, donc très agréable à utiliser déjà pour sa stabilité et sa structure. Alors, je vais vous donner un exemple de fonction qui n'est pas dans l'espace de Schwartz. Si je prends la fonction qui vaut 1 entre moins 1 et 1, et puis qui vaut 1 sur x carré entre moins l'infini et moins 1 et entre 1 et plus l'infini. Bon, alors ça ne peut pas être dans l'espace de Schwartz pour déjà une première raison, c'est que la fonction n'est pas c'est infini. Vous voyez, en moins 1 et en 1, bon, c'est pas c'est infini. On peut vérifier, calculer, regarder les dérivés, ça marche pas. Bon. Donc ça, c'est pas une fonction qui est dans l'espace de Schwartz.
On va dire, d'accord, alors si je m'arrange pour qu'on n'ait plus ce problème de dérivabilité de caractère C infini en 1 et moins 1, bon, je sais comment faire pour arranger ça. Je vais prendre une suite régularisante, ρ n, et puis, donc je vais prendre la même fonction que tout à l'heure, et puis je vais faire ρ1000 convolue avec psi. Alors, voilà le graphe de la fonction. Alors, vous voyez, ça ressemble beaucoup à la fonction précédente, mais j'ai pris ρ1000. Donc, vous voyez, si vous avez bien compris l'histoire des suites régularisantes, vous avez compris que ce n'est même pas la peine d'aller aussi loin. À l'œil nu, vous ne voyez pas la différence. Sauf que, vous voyez des petits coins là qui manifestement, les petits points là où ce n'était pas dérivable, les coins, là, c'est infini maintenant. Alors, on ne voit pas à l'œil nu. Si on faisait un zoom, on le verrait. Donc, très bien. Bon, donc là maintenant on n'a plus le problème du fait que ce n'est pas dans C infini, donc phi est bien dans C infini, mais elle n'est pas à décroissance rapide. Pourquoi? Parce que vous voyez, en plus l'infini, en moins l'infini, ça se comporte en 1 sur x carré. Donc dès que je vais multiplier, pour que ce soit à décroissance rapide, il faut que je puisse multiplier par 1 plus x carré puissance p pour tous les p. Donc par exemple pour p égale 2, vous voyez bien que ça ne sera pas majoré par m. Donc, voilà, donc c'est pas décroissance rapide, donc ce n'est pas une fonction qui est dans l'espace de Schwartz. En revanche, si je prends exponentielle moins x carré, alors ça, ce sera dans l'espace de Schwartz, parce que, bon, déjà, c'est infini. Et puis, vous voyez, vous pouvez mettre en face n'importe quel polynôme. En plus l'infini, en moins l'infini, votre exponentielle moins x carré fait que on va bien avoir la propriété de décroissance rapide. Alors, vous pouvez également prendre une fonction comme ça. Ça, c'était une fonction qui permet de construire des suites régularisantes. Donc, exponentielle moins 1 sur 1 moins x carré si x en valeur absolue est plus petit que 1, et puis 0 sinon. Vous voyez, donc ça, c'est une fonction qui est non seulement, donc c'est infini, mais en plus, elle est même à support compact. Alors, je rappelle ce que c'est qu'une suite à support compact. Je vais même vous redonner la définition de ce qu'est une fonction à support compact. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit que phi est à support compact, que phi est à support compact si l'adhérence de l'ensemble des points pour lesquels elle est non nulle est un compact. Voilà, ça veut dire que dans ce cas, la fonction est à support compact. Donc, la définition qu'on va donner est la suivante, c'est phi sera dans l'ensemble C infini ou C0 infini, qu'on note aussi D de R, si phi est à la fois C infini et à support compact. Bon, c'est effectivement le cas de cette fonction-là. Cette fonction est bien C infini à support compact. Alors, juste une remarque, c'est que en termes de notation, donc CC ou C0, ce sont en général les notations qui sont utilisées à peu près partout dans le monde. D de R, c'était la notation qu'utilisait Laurent Schwartz dans son cours à l'école polytechnique, qui est resté en France d'ailleurs. Beaucoup de gens en France utilisent D de R pour cet ensemble. Donc c'est assez peu usité dans le monde, D de R. En revanche, l'espace dual de D de R, on appellera ça dans très peu de temps l'ensemble des distributions, donc ça s'appelle D' de R, du coup, puisque c'est le dual topologique de D de R, et bien ça, partout dans le monde, les distributions, ça se note D' de R, voyez, donc, puisque Laurent Schwartz, dans son cours à Polytechnique, utilisait D de R. Voilà, donc ça, on reviendra sur les distributions dans peu de temps, dans le cours d'équations aux dérivées partielles, qui commence dans très peu de temps maintenant. Donc, nous sommes dans la situation où nous avons défini cet ensemble CC infini, l'ensemble des fonctions C infini à support compact. Eh bien, on peut tout de suite remarquer une chose, c'est que l'ensemble des fonctions C infini à support compact est évidemment inclus dans l'ensemble, dans l'espace de Schwartz. Forcément, puisque si vous êtes C infini et que à l'extérieur de votre support vous valez 0, après vous pouvez multiplier par tous les polynômes que vous voulez. Forcément, on a bien cette inclusion. Bon. En fait, on aura même beaucoup mieux que ça. On va montrer que non seulement il y a une inclusion, mais que l'ensemble des fonctions C infini à support compact est dense dans l'espace de Schwartz. Donc ça, c'est une propriété qu'on va démontrer. Donc ça, c'est vraiment une propriété très intéressante. Il y a juste un tout petit problème à ce stade, c'est que cette phrase n'a aucun sens. Voilà, c'est un petit problème quand même. Alors pourquoi cette phrase n'a-t-elle aucun sens? Cette phrase n'a aucun sens parce que pour parler de densité, il faut avoir une topologie. Or, à ce stade, nous n'avons pas de topologie sur l'espace de Schwartz. On n'a pas de topologie. On ne définit à aucun moment une topologie sur l'espace de Schwartz. On n'a défini à aucun moment une distance. Si on avait une distance, on dirait, bon, on va prendre la topologie induite.
on n'a ni l'un ni l'autre. Donc à ce stade, cette phrase n'a pas de sens. Voilà. Alors, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'on équipe S d'une topologie, et c'est ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Alors, commençons par une proposition qui place S dans tous les espaces LP. Hein, ça va être utile. Donc, ce que je dis, c'est que peu importe la valeur de P, même l'infini, l'espace de Schwartz sera inclus dans les espaces LP. Alors, pourquoi ? Parce que si je prends une fonction dans l'espace de Schwartz, j'ai cette majoration pour donc phi de x est plus petit que m sur 1 plus x carré puissance p, hein, quel que soit les p, donc je vais prendre p égale 1, donc j'ai cette inégalité. Bon, vous voyez bien que chaque fois que p n'est pas plus l'infini, cette fonction à la puissance p sera forcément intégrable. Bon, donc on ne va pas avoir de problème. Hein. Et puis si je prends p égale l'infini, ce ne sera pas un problème non plus parce que la quantité sera bornée. Donc on ne va pas avoir de difficulté pour montrer que ça c'est dans LP, donc phi est bien dans LP. En fait, la démonstration est vraiment très simple. Bon. Donc, j'ai S qui est inclus dans LP. Alors, maintenant que j'ai S qui est inclus dans LP, je peux faire hériter à S la topologie de LP. Hein, vous voyez, LP, elle a des ouverts, hein, un espace topologique, c'est même un espace vectoriel normé. Donc, un espace vectoriel normé, il y a une norme, s'il y a une norme, il y a une distance, s'il y a une distance, il y a une topologie. Bon. Donc, j'ai mes ouverts. Eh bien, la topologie induite, je vous rappelle que vous prenez tous les ouverts de LP, vous faites l'intersection avec S de R, et bien, c'est maintenant les ouverts de S de R. Voilà. Donc ça c'est la topologie induite, donc on va pouvoir munir S d'une topologie, en fait pas d'une topologie, de autant de topologies qu'il y a d'espace LP, hein, parce qu'il y a une topologie par espace LP. Bon. Donc ce qu'on va dire maintenant, c'est que, proposition, pour ces topologies, l'ensemble des fonctions continues, des fonctions C infini à support compact est dense dans l'espace de Schwartz. Alors, maintenant ça a un sens, hein, puisqu'on a défini une topologie, et ça c'est vrai pour toutes ces topologies. Alors, pour les topologies, pour des espaces LP, pour P strictement inférieur à l'infini, c'est trivial, hein, puisqu'en fait, on avait démontré que l'ensemble des fonctions continues à support compact était dense dans LP. Donc forcément, ça va être dense dans un sous-ensemble, ça c'est très facile. Et puis pour l'infini, il faut le faire à la main, mais c'est pas très difficile. Donc vous voyez, ce qu'on a démontré, ce qu'on a comme résultat, c'est que les fonctions C infini à support compact, c'est dense dans l'espace de Schwartz pour les topologies incluses par les LP. Hein, donc pour chaque LP, vous avez une topologie induite dans S, pour chacune d'entre elles, on a un résultat de densité. Je vais reformuler pour dire que chaque fois que je prends un phi dans l'espace de Schwartz, et chaque fois que je prends un epsilon, positif strictement bien sûr, je peux trouver une fonction C infini à support compact dont la distance avec F, dans la distance avec phi, pardon, dans la norme LP, hein, donc distance P, hein, donc norme de la différence, est plus petit qu'epsilon. Je peux me trouver à moins d'epsilon de ma fonction de l'espace de Schwartz. Très bien. Alors maintenant, prenons phi dans l'espace de Schwartz et prenons alpha et bêta, deux entiers. Je vais noter, donc avec des barres verticales alpha, bêta, de phi, la norme infinie de x à la puissance alpha multipliée par la dérivée bêtaïème de phi. Bon. Alors ça me donne donc une fonction définie sur phi, hein, donc je note avec double barre alpha bêta. À chaque fois que je prends un alpha bêta, j'ai une valeur différente. Bon. Eh bien, je vais considérer la topologie initiale associée à ces fonctions, donc phi donne barre verticale phi alpha bêta. Voilà. Donc, je rappelle que la topologie initiale, hein, c'est la topologie la moins fine qui rend continue toutes ces fonctions. Donc, la moins fine, ça veut dire dans laquelle on a le moins d'ouvert possible. Hein. On essaie d'avoir le moins d'ouvert possible parce que on veut qu'elles soient continues, ces fonctions. Donc il faut suffisamment d'ouvert pour qu'elles le soient. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter plus, parce que je vous rappelle que si vous rajoutez trop d'ouvert, après, pour faire converger vos suites, bon courage. Hein. Bon, donc on prend la topologie initiale, donc c'est la moins fine qui rend continue toutes ces fonctions. Eh bien, cette topologie-là, on appellera ça la topologie de S. En fait, on va définir la topologie de S de cette manière, la topologie de l'espace de Schwartz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue de la convergence dans S, si je prends une suite phi n d'éléments de mon espace de Schwartz, eh bien, phi n tend vers phi lorsque n tend vers l'infini. Ça veut dire que quel que soit p dans n, la limite d'une fonction np qui est définie juste après, de phi n moins phi,
sera égal à 0. Et cette fonction NP, c'est quoi? Eh ben, c'est justement la somme de tous ces fonctions avec une double barre de phi. Vous voyez, donc, et c'est vrai pour tous les p. Voilà. Donc ça, c'est la convergence dans l'espace S, l'espace de Schwartz, et la topologie qui va avec. Alors, pour les chasseurs de primes, sachez que l'espace S' de R aura un intérêt, plus qu'un intérêt, en fait, est un espace extrêmement intéressant, voilà, lorsque nous parlerons des distributions. Alors, proposition, les fonctions C infini à support compact sont denses dans S de R. Alors maintenant, cette phrase a un sens. Cette phrase a un sens parce que S est muni d'une topologie. Vous voyez, donc là maintenant je peux dire ça. Alors, pour la démonstration, on met un pointeur dans les notes de cours et je vous renvoie vers ce pointeur. Très bien. Alors, théorème, la transformée de Fourier f est un isomorphisme de S de R dans S de R. Et en plus, cet isomorphisme, on va le voir dans un instant, sera une isométrie. Mais pour l'instant, ne parlons pas d'isométrie, restons sur le fait qu'on a un isomorphisme de S de R dans S de R, c'est-à-dire un automorphisme, puisque c'est dans le même espace. Et là, on pourra noter de manière tout à fait raisonnable f-1 qui sera la transformée de Fourier inverse. Alors, démontrons ce théorème. Je vais prendre phi dans S de R. Alors, comme phi est dans S de R, il est forcément dans L1. Bon, on a dit tout à l'heure que S était inclus dans tous les LP. Forcément, il est dans L1. Et puis, quand phi est dans S, je rappelle que quand je multiplie par un polynôme, ça reste dans S. C'est stable par multiplication par un polynôme. Donc forcément, x donne x phi de x est également dans L1. Donc vous marquez une chose tout de suite, c'est que j'ai phi dans L1 et x phi de x dans L1. Bon, alors ça me dit que la transformée de Fourier est dans C1 et que la dérivée de la transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier de la fonction qui a x associe moins ix phi de x. Bon, je vous renvoie à la vidéo précédente pour vérifier pourquoi. Bon. Et par récurrence, chaque fois que je prends un bêta, la dérivée bêta-ième de phi sera dans C1, ce qui veut dire au passage que phi, vous voyez, c'est indéfiniment dérivable. Et puis je peux calculer la dérivée bêta-ième, simplement en itérant le processus de tout à l'heure. Très bien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, phi est dans S, donc phi est dans C1, et phi' est dans L1. Ah oui, ça veut dire que f de phi' égale, c'est la fonction qui est y associe iy, f de phi évalué en y. Voilà, je vous renvoie là encore à la vidéo précédente, c'est la transformée de Fourier de la dérivée et la dérivée de la transformée de Fourier. C'est les deux propositions qu'on a vues précédemment. Bon. Par récurrence, là encore, je peux itérer cette affaire-là, et puis la transformée de Fourier de la dérivée alpha-ième de phi, voilà, le résultat, c'est y donne y puissance alpha, multiplié par la transformée de Fourier de phi. Bon. Alors, on va garder ça sous la main. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, ce terme-là, le terme d'en bas, je vais tout de suite le multiplier par y puissance alpha. Bon. Et vous voyez, quand je multiplie par y puissance alpha, je ne suis pas loin d'avoir un y puissance alpha. Pour ça, il suffit de corriger, ce que j'ai enlevé en plus, je le rajoute avec dans mon moins i puissance alpha plus bêta. Et vous voyez, quand on a ça, ce qui se passe, c'est qu'on n'est vraiment pas loin. Regardez ce qu'on a là. On transformé de Fourier de x donne x puissance bêta fois phi de x. Oui, et on a cette formule-là qui nous dit que finalement, si j'ai y puissance alpha fois la transformée de Fourier de quelqu'un, ça me donne la transformée de Fourier de la dérivée alpha-ième de ce phi. Vous voyez, donc le phi qui est en haut là, le phi qui est là, voilà, le phi qui est là, j'ai envie de le remplacer par x puissance bêta phi. Je peux, puisque x puissance bêta phi, c'est bien quelque chose qui est dans S. Et cette identité est vraie pour tous les phi de S. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, du coup, ce que j'ai à droite, là, en bas, j'ai moins i puissance alpha plus bêta, y puissance alpha, f, etc. Autrement dit, ce que j'ai, c'est la transformée de Fourier de la dérivée alpha-ième de x donne x puissance bêta phi de x.
Oui, mais ça, c'est dans S de R, on est d'accord. Bon, donc la dérivée alpha IM aussi, hein, parce que c'est stable par dérivation, etc. Bon, et donc tout ça, ça va être borné, hein, quand je prends ma transformée de Fourier, donc ça va être borné également, donc ça va être borné, donc finalement, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai que cette quantité est bornée. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai F, j'ai la transformée de Fourier de phi qui est indéfiniment dérivable, et chaque fois que je prends un alpha et un bêta, j'ai y puissance alpha f de phi dérivée bêta m qui est borné. Ce que je viens de dire, c'est que c'est dans l'espace de Schwartz. La transformée de Fourier de phi est dans l'espace de Schwartz. Je prends un élément dans l'espace de Schwartz, je fais sa transformée de Fourier, ça reste dans l'espace de Schwartz. C'est l'espace de Schwartz est stable au niveau de la transformée de Fourier. Donc je prends un phi dans S, je fais la transformée de Fourier, je reste dans S. C'est ça qu'on voulait tout à l'heure, hein. Enfin tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est ça qu'on voulait. On voulait trouver un ensemble qui soit stable par transformée de Fourier. Bon, donc c'est stable. Oui, et c'est stable, et en plus, je vous rappelle que S est inclus dans L1. Donc phi et la transformée de Fourier de phi, c'est dans L1. Et je vous rappelle ce qu'on a démontré à la fin de la vidéo précédente. On a démontré que lorsque je prends une fonction qui est dans L1, dont la transformée de Fourier est dans L1, eh bien, je peux faire la transformée de Fourier inverse. Et ça me permet de revenir sur phi. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que f bar f de phi, qui est égal évidemment à f bar de phi, est égal à phi presque partout. Et bien donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformée de Fourier f est un automorphisme de S de R, l'espace de Schwartz. Alors, je voudrais vous faire remarquer la chose suivante, c'est que cet espace de Schwartz, on a dit qu'il est inclus dans tous les LP, hein, donc il est évidemment inclus dans L2, et dans L2, on a un produit scalaire. Donc, comme on a un produit scalaire et que là, on a des éléments de L2, hein, donc je peux calculer, à chaque fois que je prends deux éléments dans l'espace de Schwartz, je peux calculer le produit scalaire de phi par psi, hein, voilà. Bon, dans L2. Et puis, comme les transformées de Fourier sont aussi dans S, hein, c'est ce qu'on vient de dire, eh bien, je peux aussi calculer le produit scalaire de f phi par f psi. Alors, théorème, ça s'appelle la formule de Plancherel. Chaque fois que je prends phi et psi dans l'espace de Schwartz, eh bien, le produit scalaire de f phi par f psi sera égal au produit scalaire de phi par psi. Eh bien, je vous propose de démontrer cette proposition. Alors, allons-y. Eh bien, je vais commencer par prendre phi et psi dans l'espace de Schwartz. Alors, ce qui va se passer, c'est que si je fais f bar de f de phi, c'est égal à phi, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un automorphisme, donc pas de problème, on peut faire ça. Alors, maintenant, je vais écrire ce qu'est le produit scalaire de phi avec psi. C'est l'intégrale, c'est la définition du produit scalaire de L2, hein, donc c'est l'intégrale sur R du conjugué de phi par psi. Hein, bon, je fais l'intégrale. Alors maintenant, je vais remplacer phi par f bar de f de phi. Voilà ce que j'ai. Bon. Donc tout de suite, allons-y, hein, remarquons tout de suite ce qu'il faut remarquer. C'est que, évidemment, l'application qui a xy associe le conjugué de f phi par psi, c'est dans L1. Oui, c'est dans L1, puisque psi et f de phi sont tous les deux dans L2. Donc le produit de fonctions de L2, c'est dans L1. Donc je n'ai pas de problème pour avoir le fait que cette fonction est dans L1. Et donc je n'ai pas de problème pour appliquer Fubini. Bon, alors, appliquons Fubini. J'obtiens dans ce cas que j'ai l'intégrale 1 sur racine de 2pi, intégrale double hein, sur, voilà, de cette fonction-là. Et alors là, vous voyez ce qui se passe. Oui, je peux sortir mon f bar phi de y. Et je peux aussi écrire ça. Ah oui, mais si j'écris ça, en fait, attendez, c'est quoi? C'est le produit scalaire de f phi par f psi. En fait, c'est exactement le théorème qu'on essaie de démontrer. Hein, donc vous voyez, le produit scalaire de f phi avec f psi, eh bien, c'est égal au produit scalaire de phi
avec psi. Alors, à ce stade, ce qu'on va avoir évidemment, hein, un corollaire immédiat, c'est que notre automorphisme est un automorphisme isométrique de l'espace de Schwartz. Au passage, quand on a fait le choix de la définition de la transformée de Fourier, hein, vous vous souvenez, hein, dans la section 1, on a dit qu'il y a plusieurs choix possibles qui sont faits, les gens font des choix différents. Hein. La transformée de Fourier d'une mesure, ça c'est défini partout pareil, mais la transformée de Fourier d'une fonction, on a expliqué pourquoi il peut y avoir plusieurs choix possibles. La raison pour laquelle nous avons fait le choix que nous avons fait, hein, c'est-à-dire on a pris alpha égale 1 sur racine de pi, bêta égale moins 1, c'est pour que f soit un automorphisme isométrique de S de R. Si on avait fait un autre choix, la transformée de Fourier n'aurait pas été une isométrie, il aurait fallu faire la transformée de Fourier divisée par ou multipliée par une constante, et là ça aurait été une isométrie. Alors, pour simplifier un petit peu les choses, on a fait ce choix-là. Alors après on le paye ailleurs, hein, parce que vous avez vu, quand on fait la transformée de Fourier, du produit de convolution, on ne récupère pas le produit des transformées de Fourier. On a un racine de pi qui apparaît, on ne peut pas tout avoir. Bon. Très bien. Donc voilà le corollaire sur le fait que, du coup, on a un automorphisme isométrique de S de R. Alors, une remarque tout de suite, c'est que si je fais f phi psi, hein, dans le produit scalaire, psi, je peux l'écrire comme un f bar de quelqu'un, hein, et puis phi, je peux appliquer f bar également. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux faire passer le f de l'autre côté en faisant f bar. Alors ça, c'est une situation qu'on connaît déjà. Hein. Rappelez-vous, si vous prenez u et v dans Rn, hein, donc deux vecteurs de Rn, bon. Vous prenez une matrice Nn. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites le produit scalaire le plus standard qui existe, hein, celui que vous connaissiez l'année dernière. Bon. Produit scalaire de la matrice M fois U avec le vecteur V. Donc MU c'est un vecteur, V c'est un vecteur, vous faites le produit scalaire. Eh bien, vous savez bien que c'est égal au produit scalaire de U avec la transposée de M, V. Bon. Eh bien, en fait, la transposée d'une matrice, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle un opérateur adjoint. Hein, donc c'est un opérateur qui, quand on a un produit scalaire, donc l'espace qu'on considère, permet de passer, donc on le change de côté de notre produit scalaire, et dans ce cas, on va avoir l'opérateur adjoint. Donc ce qu'on vient de constater, c'est que la transformée de Fourier inverse est l'opérateur adjoint de la transformée de Fourier.